Très bien. Alors, quelles sont les modalités d'évaluation? Alors maintenant, on vient de répondre à la question à quoi sert l'évaluation? Quelles sont les limites fondamentales de l'évaluation? Les modalités de l'évaluation. Alors, qui peut-on évaluer? Qui peut-on évaluer? Alors, il s'agit de la question suivante. Qui va faire l'objet de l'évaluation? Qui va faire l'objet de l'évaluation? Super, attention. Votre attention. Alors, lorsqu'on parle d'évaluation, pour que tout le monde accepte l'évaluation, qui va être concerné par cette évaluation? Tout le monde. Et qui va faire l'objet d'évaluation dans l'entreprise? Tout le monde. Le personnel, les ouvriers, les agents de maîtrise, les chefs, mais aussi le top management. Donc tout le monde doit faire l'objet, doit être évalué. Hier, un étudiant m'a posé une question pertinente. Il m'a dit, monsieur, est-ce que le patron doit être évalué aussi? Oui? Et par qui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il doit être évalué, le patron, en votre avis? Vous êtes sûr? Et c'est le fondateur, celui qui a apporté de l'argent. Ben, tu vas me dire, voilà, moi je suis le responsable comptable, on va évaluer le patron. Toi, tu n'es pas un bon patron. Voilà pourquoi. Tu ne payes pas les salaires à temps, tu dois pas les augmentations de salaire. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Parce que parmi les règles de l'évaluation, c'est que l'évaluation doit être objective. Et il faut généralement qu'il émane d'un supérieur hiérarchique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on va exclure tout simplement le patron de l'acte d'évaluation? Attendez. Et par donc, c'est ça, on va faire appel à un auditeur ou à un cabinet externe qui va évaluer le travail du patron. Croyez-moi, je connais beaucoup d'entreprises qui fonctionnent à merveille, qui fonctionnent d'une façon extraordinaire, mais ils ont un seul problème. Elles ont un patron qui développe un mauvais comportement. Parfois, le fonctionnement ou le dysfonctionnement de l'entreprise dépend du comportement du patron. Donc, même le patron doit faire l'objet de l'évaluation. Mais généralement, pour les comptables du Maroc, les patrons refusent ce genre d'évaluation. Parce qu'ils considèrent ça comme étant quoi? Atteinte à leur personne, à leur charisme, à leur leadership, et là, ils refusent catégoriquement à ce que le processus d'évaluation soit appliqué sur eux. Mais, si on parle de règles de management, non. Un patron, c'est un acteur décisionnel, c'est un acteur opérationnel. Il est censé s'impliquer, donc on doit assurer l'évaluation de son comportement. On doit assurer l'évaluation de ses compétences par rapport à l'entreprise. Donc, lorsqu'on parle de l'évaluation, est-ce que c'est l'État seulement ou tous les salariés, employés, ouvriers? Alors, la règle est claire, tout le monde est concerné par le système d'évaluation. Tout le monde doit faire l'objet de l'évaluation. Si un acteur est exclu de ce système d'évaluation, dans ce cas-là, est-ce que le système est équitable? Non. Et si le système n'est pas équitable, automatiquement, il sera rejeté par qui? Par les acteurs. Il sera rejeté par les acteurs. Et le premier acteur, c'est le partenaire social. Donc, s'il vous plaît, voilà un élément très important, c'est la notion de l'équité. Je l'ai tous, vous avez constaté, j'insiste toujours sur les trois conditions. L'équité, la transparence et les indicateurs acceptés. C'est la base, c'est les conditions pour réussir un système ou un style d'évaluation. Très bien. Alors, la question qui se pose maintenant, qui va faire l'évaluation? Qui va assurer l'évaluation? Qui peut faire l'évaluation? Écoutez, c'est une question problématique. C'est une question un peu délicate. Elle lâche. Parce que qui dit qui peut, la première chose qui sort, c'est quoi? C'est le profil. D'abord le profil. Oui, qui a dit le pouvoir? Qui a dit le pouvoir? Très bien. C'est vrai, l'évaluateur, il a un pouvoir.
Et c'est un pouvoir qui peut agir, sur lequel il peut bien sûr s'appuyer pour agir sur l'entreprise. Et lorsqu'on parle de qui, on s'intéresse à la notion de profil. Est-ce que tout le monde peut assurer l'acte d'évaluation? Est-ce que tout le monde peut assurer l'acte d'évaluation? Non, pas tout le monde. Pas tout le monde peut être objectif. Pas tout le monde est là la capacité de la comprendre, de la confrontation. Pas tout le monde est là une solidité psychique. Pas tout le monde peut maîtriser l'intelligence émotionnelle. Pas tout le monde peut convaincre le personnel à agir ou à adopter un comportement. Donc lorsqu'on parle il y a d'abord la notion de profil. Donc il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est l'objectivité. Il faut être objectif et neutre. Deuxième condition, il faut avoir les compétences nécessaires pour assurer l'évaluation. Troisième condition, il faut avoir la notion de vision, être visionnaire dans le sens de l'évolution. Quatrième compétence, il faut avoir une compétence comportementale, à savoir la communication, engendrer la communication, pousser la communication. Donc, une panoplie de compétences qu'il faut développer. Alors, au sein de l'entreprise, il y a la notion de technicité, il y a la notion de comportement. Pour commencer, s'il vous plaît, lorsqu'on dit l'évaluateur, le premier cas auquel on fait généralement référence, c'est le responsable hiérarchique direct. Dites-moi pourquoi, dans la plupart des entreprises, l'acteur qui est sur l'évaluation, c'est le responsable hiérarchique direct. Pourquoi? Mon supérieur, mon chef, mon manager, c'est lui qui est le mieux placé pour m'évaluer. Elle connaît la personne. Celui qui veille sur le travail de cette personne. Quoi encore? Pardon? Il y a cette notion de proximité. Il y a la notion de proximité. Donc celui, oui, confiance, surtout question de relations professionnelles. C'est le mieux placé. Un commercial doit être évalué par un responsable commercial. Un chef d'atelier de production doit être évalué par le responsable production. Un comptable va être évalué par le responsable financier. Donc, lorsqu'on parle de responsable hiérarchique direct, c'est la personne qui est la mieux placée pour tout simplement évaluer la personne. Pourquoi? Parce que tout simplement, le responsable hiérarchique direct, il connaît mieux le travail, le poste, les activités de collaborateurs. Celui qui connaît le mieux le travail des collaborateurs, donc celui le mieux placé pour l'évaluer. C'est tout à fait normal. Je suis en relation directe avec mon collaborateur, c'est moi qui lui donne des ordres, c'est moi qui lui donne des consignes, c'est avec moi qu'il collabore, c'est avec moi qu'il communique, donc je sais très bien ce qu'il fait, comment il le fait, comment il le fait, et normalement qu'est-ce qu'il doit faire. Donc je suis le mieux placé. Donc la première, disons, premier scénario, premier cas de figure, c'est dans le cas où c'est le responsable hiérarchique direct. On parle ici de niveau N plus 1. Donc, deuxième cas, c'est quoi? C'est lorsque l'évaluation est assurée par le niveau hiérarchique N plus 2 ou N plus 3. Alors, ici, mon supérieur n'a pas de relation directe avec mon équipe. Donc, il peut quoi? Il peut donner un jugement objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On complète les évaluations, on complète les jugements. Il y a un autre cas, attention, on peut avoir un autre cas. Tout le monde travaille bien, mais si la même chose. Je veux l'écarter. Alors, vous avez dit tout à l'heure, le pouvoir. Lorsque je vais assurer l'évaluation, donc j'ai le pouvoir. Je vais mentionner pourquoi tout le monde est là un bon comportement sauf lui. Tout le monde est là des compétences requises sauf lui. Alors je vais mettre en place un rapport négatif. Et suite à un rapport négatif, on va mettre en place une action, soit la rétrogradation, soit carrément licenciement. Mais en réalité, ce monsieur, il est bien, il a un bon comportement, il a un bon rendement, il a des bonnes compétences. Alors, pour éviter ce genre de décision ou de comportement, mon supérieur va intervenir pour ajuster. Parce que quelles seront les conséquences? Cette personne travaille bien et on l'a licencié. Les autres, ça va créer quoi chez ces personnes? Quel sentiment? Doute, donc quel sentiment d'insécurité? Donc tout le monde dit, voilà, la personne elle travaille très bien, et malgré ça, on la
licenciés. Et les autres qui ne font rien, on les garde. Alors, il vaut mieux chercher ailleurs. Et là, on constate que les meilleures personnes, ils quittent l'entreprise. Donc, pour éviter un jugement subjectif, il vaut mieux instaurer un système axé sur une évaluation hiérarchique directe, mais aussi une autre évaluation de validation ou de confirmation, en confirmant l'évaluation de départ. Alors, dans ce cas-là, automatiquement, on s'appuie sur le rôle, le manager, N plus 2, N plus 3. Donc, automatiquement, il va mettre, attention, N plus 2, N plus 3, il n'a pas de relation directe. Donc, il va s'appuyer sur des indicateurs qui sont comment? Qui sont objectifs. Alors, je ne te connais pas. Je suis N plus 2, N plus 3 par rapport à ton poste. Donc, je vais appuyer sur quoi? Les résultats que tu as réalisés, ton comportement. Alors, je peux mesurer le comportement par plusieurs indicateurs. Alors, troisième élément, troisième cas de figure, c'est lorsque l'évaluation n'est pas assurée par le supérieur hiérarchique, mais est assurée par un autre. Non. Ça peut être responsable hiérarchique, mais ça peut être aussi une partie prenante, un acteur externe. Le client, par exemple, est-ce qu'il peut évaluer le personnel d'entreprise? Ah, elle peut évaluer le commercial. Voilà. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et l'on voit des rapports discrets aux clients que vous voulez. S'il vous plaît, pendant cette année, vous avez eu affaire avec notre commercial, M. X. S'il vous plaît, dites-nous quelles sont vos appréciations par rapport aux indicateurs suivants. Son écoute, le temps, le respect des rendez-vous, la conviction, est-ce qu'il répond à vos attentes? Alors on donne des indicateurs qui situent le client et fait l'évaluation. Et bien sûr, on est dans une approche, bien sûr, d'évaluation par un acteur externe, et il vaut mieux avoir plusieurs acteurs externes pour évaluer la même personne. On ne doit pas s'appuyer sur un seul client pour évaluer le travail d'un commercial. Le banquier, est-ce que le banquier peut évaluer un acteur en interne? Lequel? Avec qui il a la relation généralement? Avec qui? Avec les zéros, c'est mon service. C'est avec clientèle. Non? Oui. C'est pas les ressources humaines. Qui a la relation avec la banque ou son entreprise? C'est le responsable financier. C'est lui qui est en relation avec la banque. C'est lui qui communique avec la banque. Celui qui négocie les taux d'intérêt avec la banque. Donc c'est lui qui est tout simplement concerné par le métier de la banque. Donc automatiquement, il peut évaluer le travail du banquier. Alors, le fournisseur, approvisionnement au achat. Alors, super. Je vais raconter une expérience. Au niveau d'une entreprise, le département ou le service achat, c'est un service rien à dire par rapport au travail. Il y a une personne qui assure son travail, mais il a quand même des pratiques qui ne sont pas légales, parfois des pratiques illicites. Alors, on a, suite aux contraintes de certification, l'entreprise était dans l'obligation de faire appel aux fournisseurs pour mesurer, pour évaluer le travail de responsable d'achat. Alors, on a constaté qu'un fournisseur, il a à peu près 15% de chiffres réalisés par l'entreprise. Et c'est une information qui a attiré notre attention. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à ce fournisseur d'évaluer le travail de service achat. Alors, le fournisseur, il nous a envoyé un rapport extraordinaire sur le service achat. Un service à l'écoute, un service professionnel, un service qui me contacte en délai, un service qui exige des qualités, qui exige. Il a donné un rapport vraiment bien fait. Et là, ça a créé chez nous un doute. Alors, il fallait comprendre cet engouement qu'a le fournisseur pour le service achat, sachant que les autres rapports, ils étaient tout à fait contradictoires. Un seul rapport qui sort de l'ordinaire. Et si vous avez une exception, il faut comprendre pourquoi il y a une exception. Alors, on a poussé les investigations, et vous savez, au Maroc, rien ne se cache. Pas mal d'analyse d'informations. On a trouvé quoi par la suite? On a trouvé que le responsable achat, il a une relation de commissionnement avec le fournisseur. Chaque article acheté par l'entreprise, le fournisseur, il paye quoi?
une commission pour le service. Et lorsque je parle de commission, annuellement, ça fait à peu près 800 000 dirhams gagnés par le responsable achat. C'est payé en noir. Alors, automatiquement, ça a créé un problème au sein de l'entreprise. C'est une pratique qui n'est pas légale. Qui est perdant dans cette pratique? Qui est perdant? C'est l'entreprise. Parce que le fournisseur ici, il a quoi? Une force, un pouvoir de négociation. Il exige quoi? Le prix. Et il exige aussi quoi? Les délais de paiement. Parce qu'on a constaté par la suite, au niveau du service comptable, ce fournisseur est parmi les premiers qui sont payés. Et malheureusement, le responsable comptable, il est impliqué aussi dans le système. Et avance les paiements contre une commission. Et on a trouvé plusieurs acteurs dans l'entreprise. Et le patron, il a été épaté. Il a été surpris désagréablement. Alors, heureusement pour eux, parce qu'il n'a pas assuré une poursuite judiciaire, par la suite, il les a licenciés. Il a recruté d'autres personnes. Mais ici, qui a donné lieu à ça? Qui a provoqué ça? C'est l'évaluation externe. L'évaluation externe, parfois, elle vous donne un jugement sur la situation en interne. Et parfois, ce jugement, il faut le prendre en considération. Donc voilà ce que les différentes modalités de recrutement en termes d'acteurs. Nous allons voir la séance prochaine, Inch'Allah, une procédure à mettre en place pour instaurer un système d'évaluation.